Stéphane de Meraki est professeur de philosophie dans l'Académie de Dijon. Il travaille depuis plusieurs années sur la relation de Heidegger à la théosophie ou la philosophie de Schelling, et ce qui, à travers Schelling, est repris par Heidegger. Et aujourd'hui, nous allons vous entendre nous parler du mal et de l'antisémitisme chez Heidegger. Je voudrais aussi donner le titre du livre que vous allez faire paraître, je crois, avant l'été. Premier livre réellement sur les cahiers noirs, avec des traductions d'inédits en français. Ce livre s'intitule « Heidegger et sa solution finale, essai sur la violence de la, entre guillemets, pensée, entre guillemets ». Merci Emmanuel. Je voulais remercier François Rastier de m'avoir convié à cette table ronde, ainsi que la Maison Haineux, et j'en profite pour remercier Avishag aussi pour son exposé, parce que, comme vient de le dire Emmanuel, mes propres travaux rejoignent les siens, puisque Schelling est un grand lecteur et ami de Oettinger, en fait. Donc c'est pas du tout un hasard, je pense. Puisqu'on m'a proposé de faire une petite allocution d'un quart d'heure sur la question du racisme à partir de Heidegger, je vais l'utiliser pour refaire le point sur les dernières avancées décisives en la matière concernant le professeur de Fribourg. Alors certes, ce sont les cahiers noirs qui, à mon sens, permettent vraiment de ne plus se mystifier à son sujet, ou de ne plus avoir le droit de chercher à mystifier les lecteurs, concernant donc l'archinazisme de Martin Heidegger. Mais il faut aussi rappeler les choses suivantes à propos des 20 dernières années de réception de son œuvre en France. Tout d'abord, il me semble que la publication chez Klostermann du tome 69, intitulé « L'histoire de l'être », dès 1998, donc il y a quand même très longtemps, aurait dû nous alerter davantage encore que le contenu des textes des années 33 et 34, lisibles dans le tome 16 de la Gesamtausgabe. Bien loin d'être un résistant spirituel au nazisme dans les années 30, Heidegger se voulait le penseur du mouvement. Certes, contempteur des décisions trop libérales et calculatrices ou circonstancielles du régime, mais plus nazi que jamais, plus nazi que les nazis eux-mêmes, cherchant un leadership spirituel qui lui a, en vérité, échappé. Les textes des années suivantes ne montrent que son acrimonie à l'endroit des justifications du nazisme proposées par ses adversaires du parti, mais en aucun cas une remise en cause de la mission destinale du mouvement. Cela aurait été d'autant plus manifeste pour les lecteurs si les ayants droit et l'éditeur Peter Travny n'avaient pas caviardé un passage décisif de ce tome 69, faisant état, je cite, d'une prédestination au crime planétaire de la communauté juive. Cette phrase seule permet de comprendre ce qu'il écrit un peu plus loin sur des passages connus sur les criminels planétaires en chef, qu'ils se comptent sur le doigt d'une main, etc. Et qu'on a eu tôt fait de ramener au dictateur du moment, alors qu'en vérité, la cible était encore la même qu'en 1934. Il s'agissait bien, encore en 1939, d'anéantir l'ennemi greffé sur la race. Je cite un extrait assez célèbre d'un cours de 1934. Alors mes professeurs d'université qui m'ont enseigné la grande pensée de Heidegger se sont bien gardés de faire référence à ce tome 69, qui était bien sorti, dont ce passage décisif m'aurait permis de prendre vite mes distances avec les stratégies d'euphémisation et de légitimation des discours archi-nazis de Heidegger. C'est surtout en 2005, avec la sortie du livre d'Emmanuel Faye, qu'il aurait été loisible à chacun d'ouvrir enfin les yeux sur le caractère systématique, ou au moins articulé, de l'engagement antisémite et nazi de Heidegger. Je ne peux cacher qu'à l'époque, je n'ai pas réussi à être complètement convaincu par cet ouvrage à charge. J'étais encore un jeune étudiant en philosophie et mes professeurs ne voulaient même pas que j'y fasse référence dans mes mémoires de master. J'ai un peu honte de le dire, mais seuls les cahiers noirs m'ont vraiment ouvert les yeux. Et ce qui m'inquiète vraiment dans le paysage philosophique français et européen, c'est qu'il se trouve encore des soi-disant spécialistes pour nier les évidences désormais flagrantes, qui continuent de se draper dans une indignation à mon avis feinte, prenant ceux qui veulent jeter une lumière crue sur cet antisémitisme pour des petits procureurs. Il sera un jour temps de s'interroger sur la psychologie paranietzschéenne, qui se propose toujours de se positionner par-delà le bien et le mal, et qui continue de fustiger comme moralisant tout autre engagement philosophique, notamment critique, que celui qui fait la part belle aux pensées autoritaires. Une certaine postmodernité déconstructrice refuse absolument le droit d'inventaire que réclame tout chercheur sérieux, en demandant l'ouverture inconditionnelle des archives. C'est peut-être qu'ils ont à craindre pour leur propre petite boutique heideggerianisante. Pour ma part, des raisons personnelles me rendent certes absolument intransigeant face aux discours racistes, racialistes, y compris et surtout s'ils instrumentalisent les concepts philosophiques et la naïveté élitiste des philosophes de métier pour mener à bien quelques solutions finales. Cet embrigadement me paraît d'autant plus ridicule que la philosophie me paraît par excellence la discipline qui permet d'avoir du recul critique, en particulier face aux postures intolérantes, grandiloquentes, et qui multiplient les opérations spéculatives douteuses pour se donner des grands airs.
C'est pourtant bien ce qui fonctionne avec ces amoureux de la philosophie que pensaient être les heideggeriens, les heideggerophiles, qui deviennent le plus souvent des heideggerolâtres. Cet obscurantisme dévot me paraît d'autant plus douteux lorsqu'il occupe des positions académiques majeures, en profitant dès lors pour se faire gardien du temple et diffuser toujours davantage les justifications subreptices du racisme dont Heidegger truffe ses textes sous couvert d'élitisme philosophique. Les lecteurs subjugués se sentent cooptés par la logorée leur suggérant qu'ils pourraient être, chacun de leur côté, ce Dasein à venir, converti à l'être et détourné de la machination juive de l'étang. Une communauté invisible à l'allure de secte se crée dès lors partout où, dans les classes prépa ou les universités, ces convertis intériorisent les linéaments de ce discours, voués à attaquer amèrement notre modernité démocratique et humaniste, voués à en éreinter le pharisianisme supposé, celui des enjuivés que nous serions, au nom d'un radicalisme bontain, plus révolutionnaire que toute révolution. Heidegger capitalise dès 1929 sur l'ennui causé à ses contemporains par le parlementarisme de Weimar. Et qu'est-ce qui nous dit qu'en 2017 et plus tard, il ne pourrait infuser ce désir de rupture violente qui se cherche discrètement un bouc émissaire? Bon, il espérait certes, dans un des textes des Cahiers noirs, être compris en 2327. Ça nous laisse un peu de marge. Hein. Le problème, c'est que le goût pour le radicalisme chic se retrouve autant chez nos avant-gardes d'extrême gauche que chez nos élites, entre guillemets bien sûr, d'extrême droite. C'est ce radicalisme brun-rouge, bien thématisé par François Rastier dans Naufrage d'un prophète, son livre, qu'il me paraît indispensable de continuer à exposer sans craindre la polémique, tant il est séduisant aux yeux des postmodernes, et tant il puise dans cette haine gnostique de l'intramondain qu'Avishag Zafrani a pu, à la suite de Hans Jonas, repérer dans le manichéisme ontologico-historial que soutient le racisme heideggerien. La présentation de cette table ronde stipulait en conclusion l'antisémitisme philosophique fonde aussi ainsi un racisme généralisé. La prose heideggerienne est en effet la tentative de fixation d'une nouvelle hiérarchie, et de nombreux passages des Cahiers noirs font état d'une méditation sur, je cite, « l'éclat du rang », méprisant la massification, la médiocratie parlementariste qui est la nôtre, nous qui serions les derniers avatars de cette modernité qui l'exècre, et qui adore d'ailleurs rien de plus que s'exécrer elle-même. Il serait alors loisible de croire que Heidegger proposerait, à l'instar d'un Nietzsche ou d'un Spengler, une simple critique réactionnaire de plus, ce qui serait, philosophiquement parlant, son droit le plus strict. Bien sûr, cet aspect-là apparaît dans sa pensée, mais il n'est pas central. Il faut continuer à étudier sa façon spécifique d'adhérer non pas au Troisième Reich, mais carrément au projet le plus important de celui-ci, qui n'a pas été mené à ses dernières extrémités selon lui. Ce projet, c'est celui de la liquidation des Juifs de la surface de la planète, première étape du nouveau commencement, qui serait celui de la fixation d'un racisme généralisé. De quoi mobiliser un quatrième Reich, peut-être. Il suffit de lire ce qu'a pu écrire Heidegger sur les Cafres, les Slaves ou même les Italiens ou les Hollandais, pour s'en convaincre. Même s'il est obnubilé par les Juifs, sa méditation du rang est vouée à créer une hiérarchie parmi tous les peuples. Et contrairement à ce que se plaisent à croire certains qui se sont fait avoir par l'ordre des publications, ce désir ardent de produire de l'inégalité parmi les hommes n'a pas peu à voir avec le concept de race, très présent à la fin des années 30 sous la plume de Heidegger. Il y a en effet toute une litanie se berçant d'illusions à propos d'une soi-disant résistance spirituelle de Heidegger au nazisme, qui a été à dessein diffusée, légende bien ficelée faisant état d'une déconstruction du biologisme raciste, légende à laquelle il faut faire un sort en la déconstruisant à son tour. Notons du reste que si les interprètes du prestige de Philippe Lacoue-Labarthe ont pu se laisser berner, c'est que tous les textes dont nous disposons aujourd'hui, avec les corrections qui s'imposaient pour certains, n'étaient pas encore connus. Toutefois, il y avait, et il y a encore, une véritable velléité d'obstruction à l'analyse des textes des années 30 et 40, qui ne corroborerait plus cette hypothèse désormais intenable d'une critique anti-nazie du biologisme d'un Rosenberg, par exemple. En la matière, il nous faut être précis. En effet, il apparaît bien que Heidegger se détourne de ce qu'il considère être un biologisme libéral, inspiré de celui anglais du XIXe siècle, qu'il considère effectivement insuffisamment pensé de façon allemande. Mais il y a bien plus grave. Il me semble qu'une interprétation du rapport de Heidegger à la question de la race et du racisme devrait prendre pour point de départ un des textes les plus vénéneux des Cahiers noirs. Je vous cite cet extrait qui est désormais bien connu. « Les Juifs, avec leur talent marqué pour le calcul, vivent, entre guillemets, plus que quiconque de par le principe de la race, ce qui explique pourquoi ils résistent à sa pleine application. » Donc c'est vraiment un passage très important, je crois, central dans les Cahiers noirs. Ils résistent à sa pleine application avec la plus grande violence, à ce principe de la race. L'institution de l'élevage racial ne découle pas de la vie elle-même, mais du dépassement de cette vie à travers la machination. Ce qu'elle précipite avec un tel plan est la désagrégation complète de tous les peuples en les enserrant dans un établissement construit de manière uniforme et adapté de tous les êtres.
Avec la racialisation s'institue l'auto-aliénation de ces peuples, la perte de l'histoire, à savoir des districts de décision de l'être. Fin de citation. Nous retrouvons ici l'accusation principale, véritablement génocidaire de Heidegger, à l'encontre des Juifs. Ils inciteraient tous les peuples au déracinement, empêchant le nouveau commencement et les poussant à se consacrer éternellement à la seule manipulation de l'état. Mais c'est le début de ce passage qui doit attirer toute notre attention. Ici, le penseur décrétait que les Juifs furent les tout premiers à vivre selon le principe de la race, réactivé par le national-socialisme lui-même, dernière conséquence du mauvais chemin subjectiviste choisi par ce destin occidental qu'a été la modernité. La formule annonce alors une sorte de gigantomachie délirante pour savoir laquelle de ces deux races serait élue pour l'avenir et appliquerait radicalement les dernières conséquences inhérentes au principe inconditionné qu'elle se serait choisie, la race. Il serait donc erroné de s'imaginer que notre auteur ne ferait ici que décrire un état de fait ontologico-historial neutre, qu'il déplorerait par ailleurs, à savoir le dressage de la race. Certes, la pensée de l'être s'estime être une rupture avec ce premier commencement judéo-chrétien et métaphysique qui mènerait inévitablement à l'insurrection de la subjectivité, dont le comble historial serait l'instauration d'une volonté de volonté souveraine et raciste. C'est ce qui est précisé dans un séminaire sur Ernst Junger en 1940. Je cite « L'homme n'est pas moins sujet, mais l'est de manière plus essentielle quand il se saisit en tant que nation, que peuple, que race, comme une humanité qui, d'une manière ou d'une autre, se pose en avant et s'installe à partir d'elle-même. À ce propos, il faut être aussi particulièrement attentif au fait que la pensée de la race, et précisément elle, n'est possible que sur le sol de la subjectivité. » Fin de citation. Ceci pourrait ressembler à une critique, celle qu'il opère habituellement de la métaphysique subjectiviste, si Heidegger ne visait pas, par ailleurs, à l'intensification de ce subjectivisme incriminé, en vue d'une transition fantasmée vers un nouveau commencement. Dans le même tome 90 sur Junger, il résume sa croyance. Il se pose, début des guillemets, la question de savoir si la plus extrême possession de puissance en vue du pouvoir suprême est capable de dépasser la puissance elle-même comme déploiement de la machination, et est à même, sinon d'instaurer une nouvelle vérité de l'être, du moins de préparer à sa fondation. Cette pensée se présente, fin de citation. Cette pensée se présente comme se tenant déjà au-delà de cette transition qui n'a pas encore eu lieu et qui serait seulement précipitée par une pleine application du principe de la race. C'est là la foi de Heidegger. Ceci est surtout l'expression d'un serment indéfectible de sa part au potentiel exterminateur du nazisme, dont il se plaignait régulièrement dans ses carnets privés qu'il n'était pas pleinement déployé par ses agents, pourtant particulièrement destructeurs. Il évoque souvent avec regret dans les cahiers noirs les demi-mesures des nazis. Carrément. Il espère qu'ils ne rechigneront jamais à déployer pleinement le principe barbare, comme il dit dans les cahiers noirs. Et il faut faire un sort à cette notion de barbarie. Ce qu'il serait temps de comprendre, c'est que le désir ardent et radical d'un nouveau commencement irait forcément de pair avec l'anéantissement de ceux qui manipulent en priorité les temps et déracinent les peuples européens, empêchant la conversion à l'être. Heidegger utilise souvent des formules lapidaires et menaçantes telles que « sinon, l'époque se maintient », ce qui serait le pire à ses yeux, quoi. Il entend par là, certes, la perpétuation de cette modernité libérale qu'il exècre, mais tout autant la sourde souveraineté d'une déjà ancienne infiltration de l'Occident par ce qu'il nomme l'asiatique. Et il faut entendre évidemment les juifs par là. L'asiatique qui serait venu se greffer sur le premier commencement, dont il rêve de retrouver le caractère prime sautier. Dès lors, tous ces cours, séminaires et traités impubliés des années 30 et 40, qui se confrontent un à un aux grands auteurs de la philosophie, ne visent qu'à retracer le chemin ontologico-historial des métamorphoses de la métaphysique, amenant le règne de la subjectivité inconditionnée et licencieuse, rendant elle-même possible cette modernité absolument oublieuse de l'être. Et c'est dans cette modernité honnie que le principe racial du premier commencement enjuivé pouvait s'épanouir dans sa version déracinée et dégénérée, comme il dit, cherchant coûte que coûte à s'abriter et à se maintenir. Cette version-là serait celle qui maintient les hommes déchéants, obnubilés par la maîtrise de l'étang, sans espoir de les convertir à leur propre Dasein. S'ils ont même rapport à l'être d'ailleurs, ce que Heidegger n'accorde pas à tout le monde, loin s'en faut. Pour rendre possible le nouveau commencement, il faut pousser l'adversaire intime, l'ancien peuple élu, à s'auto-anéantir, c'est-à-dire à se laisser complètement dominer par l'essence de la technique. Et c'est ça le sens du racialisme, pour mener à ses ultimes retranchements l'élément judaïque incriminé. À cet égard, il y a bien, de la part de Heidegger, une reconnaissance du statut conceptuel de la race, intégré à son propre argumentaire avec deux versants. Ou bien, la race n'est pas comprise comme un principe qu'une volonté place sous elle-même pour s'instituer souveraine, et auquel cas chacun devient l'esclave d'une machination mondiale, d'un complot historial sûrement ourdi par une volonté de puissance immonde en amont de l'histoire, et qui n'en finit plus de se maintenir. Ou bien,
l'Europe et le monde laissent le nihilisme actif et extrême du national-socialisme révéler pleinement le potentiel anéantissant du dressage racial, tel qu'il peut seulement se révéler en un peuple enraciné comme celui germanique, auquel cas l'Allemagne montrera le chemin pour un surmontement de cette métaphysique de la subjectivité en s'outrant complètement. Et puisque les Alliés n'ont pas franchement choisi cette seconde option, et n'ont pas laissé l'hitlérisme dévaster complètement le monde, Heidegger n'hésite pas à souhaiter le pire. Il y a même un texte fameux, je dirais dire furieux, de ses notes privées, où il en arrive à espérer que la Terre se plastiquera elle-même et fera tout voler en éclats pour qu'une nouvelle humanité non oublieuse de l'être puisse enfin émerger de ce marasme. C'est toutefois bien à la race allemande qu'il reviendrait à ses yeux de mener à bien ce sombre projet dont on peut se demander quel est encore son rapport à ce qu'on admet communément sous le nom de philosophie. Sachant que cette sorte d'élection teutonne est tout simplement décrétée parmi des centaines d'autres assertions péremptoires et haineuses. Lorsqu'il a l'air de critiquer le racialisme de ses adversaires du parti, il faut juste comprendre que Heidegger cherche juste à tirer la couverture à lui, à expliquer aux nazis pourquoi ils doivent exterminer les juifs en fait. Ainsi de ce passage aussi connu, la question du rôle de la juiverie mondiale n'est pas une question raciale, mais bien plutôt la question métaphysique portant sur la sorte d'humanité, qui de façon absolument déliée de toute attache, peut assumer comme tâche, au niveau de l'histoire mondiale, le déracinement de tout étant en dehors de l'être. Une course mondiale est engagée, Heidegger estime que les Allemands seraient les mieux armés de par leur rang. Puisqu'ils sont ceux qui possèdent le meilleur enracinement, ce serait un comble qu'eux-mêmes se laissent enjuiver et déraciner au maximum pour mener l'Occident à ses extrémités. Il y a bien donc, juste après Stalingrad, quelques textes faisant état de ressources russes pour amener l'Occident à ses ultimes extrémités, ce qui peut faire froid dans le dos quand on sait qu'un conseiller intime de Poutine, Douguine, Gaëtan en parlera bientôt, est un grand lecteur de Heidegger et partage avec lui le fantasme d'une Eurasie. Je ne saurais trop conseiller déjà la lecture de François Rastier à ce sujet. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aura pas une résurgence du racisme qui, un jour, profitera des justifications heideggeriennes ? Ces œuvres sont une gigantesque entreprise de légitimation et de diffusion de ce concept de race qui s'adresse aux générations futures. Avec un seul but, mener à bien ce projet anti-universaliste et anti-lumière que les nazis n'ont pu terminer eux-mêmes, eux qui n'ont pas su être assez radicaux à ses yeux. Il n'est pas exclu que tous ces montages heideggeriens ne soient évidemment qu'une façade, bien sûr, une simple excuse pour mener à bien ce qui serait son seul projet secret, l'anéantissement des Juifs d'Europe. Lorsque celui-ci a commencé à être entériné, Heidegger a même pu écrire, en jubilant, « Quand l'essence judaïque combat au sens métaphysique contre le judaïque, alors l'apogée de l'auto-annihilation est atteinte dans l'histoire. » Dans le tome 97. Cela revient à suggérer que les nazis n'auraient été que des enjuivés de plus qui, insuffisamment radicaux, n'auraient pas mené assez loin leurs embardées subjectivistes et génocidaires, ce qui revient pour eux à ne pas réussir à conquérir leur essence la plus propre. Est-ce une critique du racialisme nazi ? En aucun cas. Plutôt une remise en cause de son aptitude à mettre fin au premier commencement judéo-chrétien. De nombreux textes amers de ce tome 97 en viennent même à suggérer que Hitler et ses sbires auraient eux-mêmes fait partie d'un complot mondial plus large et plus secret. Ils songent même, pour évoquer les ennemis invisibles du Reich, je cite, à une brutalité secrète qui dépasse de loin en habileté celle de Hitler. Ou encore, page 150 du tome 97, supposons que Hitler et ses complices n'aient pas été au pouvoir et par cela dévoyés. La situation de l'Amérique et de la Russie telle qu'elle est pensée essentiellement en aurait-elle été le moins du monde modifiée ? Au contraire, l'afflux de cette réalité aurait encore davantage été voilé et le serait resté peut-être même de façon plus terrible encore. Ainsi, Hitler n'est pas justifié destinalement, étant à son tour un projet digne de question. Hitler, un projet. Un projet de qui ? Heidegger suggère ici que, puisque son rôle de jeter une lumière crue sur la machination mondiale de ceux qui vivent depuis toujours selon le principe de la race n'a pas pu être mené à bien, il faudrait peut-être même être paranoïaque à l'égard de Hitler, en se demandant s'il n'a pas été installé par le complot juif international lui-même. On est en plein délire, évidemment. Aux yeux de Heidegger, la Seconde Guerre mondiale aurait alors eu pour vocation de pousser les Allemands à s'auto-anéantir en se convertissant à ce racialisme d'origine orientale qui signera leur perte, là où il y avait pourtant vu lui-même quelques promesses eschatologiques en faveur de la souche germanique. Il reviendrait à d'autres dégénérés modernes d'avoir été l'agent de la race sémite. Ainsi, page 230 du même tome 97, je cite, « La destruction de l'Europe est sans comparaison aucune avec la Russie, l'œuvre des Américains. Hitler, entre guillemets dans le texte, Hitler était seulement un prétexte. » Avec ce genre de supputation délirante, Heidegger fait en sorte de diluer son propre racialisme antisémite et celui inhérent à l'hitlérisme autant qu'il le peut. Dût-il pour cela imaginer un complot secret à grande échelle voué à anéantir sa chère patrie ?
Il n'en demeure pas moins qu'il souscrivait lui-même à ce concept de race de façon détournée, si bien que si on y tient, on pourrait, plutôt que de racisme, parler pour sa part de suprématisme ontologico-historial, entendu que cela ne change rien du tout à l'affaire, puisque sa pensée rejoint au fond celle d'Ausenberg, se croyant juste plus exigeante sur les justifications qu'elle imagine pouvoir avancer en faveur d'un tel positionnement intolérant et raciste. Heidegger ne critiquait le concept de race que parce qu'il était trop commun, puis il a cherché à faire des juifs eux-mêmes les responsables de la diffusion d'un tel concept subjectiviste. Son suprématisme, donc, ne vise qu'à maximiser les dernières conséquences ou mène à manipulation de ce concept. J'ai presque fini. Il y a une tendance massive à la relativisation de ce suprématisme consistant à la mettre au compte de l'époque, comme si c'était nécessairement la propension de tous les auteurs des années 30. C'est bien sûr absurde, nul n'était tenu de s'imaginer en droit de mêler racisme et philosophie. Et aujourd'hui, je dirais que nul n'est tenu de faire comme si de rien n'était à ce propos. Le pire consistant bien sûr à continuer à présenter Heidegger comme un auteur critiquant le concept de race, alors même qu'il lui donne ses lettres de noblesse à sa façon. Y aura-t-il des interprètes pour soutenir encore cela ? C'est probable. Et c'est hallucinant. J'invite donc chacun à lire soi-même les textes, autant que possible en allemand, parce que la traduction française, moi, monsieur Fay, je l'attends pas. Ce sera celle de Fédier, elle sera illisible et complètement transformée pour qu'on n'y comprenne rien du tout. Donc, il faut la lire en allemand, afin de ne pas se faire mystifier par les entreprises permanentes d'euphémisation dont on peut se rendre complice des universitaires chevronnés. Si nous dénonçons amèrement l'existence d'une soi-disant pensée de la race chez Heidegger, c'est que nous pouvons considérer qu'elle a plus que jamais un avenir, car cet auteur continue de fasciner, y compris ce que François Arastier a pu nommer des personnes de bonne compagnie, à l'instar, par exemple, de Peter Travny. La radicalité de cette pensée incite à l'indulgence et à la complaisance, voire même au bon voisinage avec des assertions fascistes et ignobles, dont on préfère faire peu de cas, car on se laisse éblouir par des montages intellectuels, des envolées lyriques, des spéculations parathéosophiques, dont la paraphrase permet de parader en colloque. Il serait grand temps, à mon sens, d'interroger les motifs de toutes ces automystifications, même si elles sont effectuées de bonne foi, et surtout si elles continuent. Si tant tiennent encore à Heidegger, même des personnes de bonne compagnie, alors qu'ils intègrent à leurs apologies les textes portant sur la race et le rang, qui n'ont rien de secondaire dans l'architectonie suprématiste de l'être. Je vous remercie.